En direct du stand Mobiliance au Mondial de l'Auto. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes ici en direct du Mondial de l'Automobile, porte de Versailles, au stand sur Mobiliance, Hall 4, première organisation professionnelle des services de commerce et de réparation automoto et VI, avec Philippe David et nos vraies voix du jour, Philippe. Absolument, nos vraies voix du jour. De gauche à droite, Jérôme Loubert, fondateur de Flexfuel, François-Xavier Pietri, qu'on a reçu notamment, qui a écrit de nombreux livres sur l'automobile, en particulier le tout dernier qui vient de sortir et qui s'appelle je retrouve plus le titre. Rendez-nous la liberté de rouler. C'est clair pourtant. Oui, parce qu'il y en avait un autre avant qui était très bien aussi. Et Florence Lagarde, directrice associée chez Auto Actu. Allez, tout de suite, les 3 mots de l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Vos 3 mots, intempéries, cyclistes et explications. Des pluies torrentielles jamais vues de mémoire d'homme en Ardèche, totalement inédites selon la ministre de la Transition écologique. Il a fallu fermer les écoles et évacuer des habitants par hélicoptère. 6 départements du sud-est en vigilance rouge. Le conducteur du SUV qui a écrasé un cycliste à Paris affirme en garde à vue ne pas l'avoir fait volontairement. Enquête ouverte pour meurtre. La victime de 27 ans était un militant de la cause du vélo. Et puis Kylian Mbappé dit réserver ses explications à la justice suédoise. Si besoin, il affirmerait en tout cas que c'était une relation consentie avec une femme lors de ce séjour à Stockholm, selon nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Les vraies voix Sud Radio. Des escaliers transformés en torrents sur les vidéos partagées par des habitants quand l'autoroute A47 est désormais coupée, totalement disparue sous l'eau par endroits. Des automobilistes ont dû abandonner leurs véhicules pour se réfugier sur les ponts autoroutiers. Météo France place 6 départements en alerte rouge: l'Ardèche, les Alpes-Maritimes, la Loire, l'Ain, la Haute-Loire et la Lozère, avec des écoles fermées, des habitants évacués par hélicoptère, des lignes ferroviaires à l'arrêt. 630 mm d'eau en 48 heures, c'est totalement inédit, insiste la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. C'est du jamais vu de mémoire d'homme. Je rappelle qu'Annonay avait fait l'objet d'un plan de prévention des risques renforcé suite à l'inondation de 2014. Tous les calculs, toutes les installations qui visaient à prévenir une inondation ont été dépassés par l'impact des précipitations. 600 mm, c'est plus de 60 cm d'eau qui sont tombés en 48 heures. C'est absolument massif. Je crois qu'il faut aujourd'hui regarder la situation en face. Nous sommes collectivement confrontés à des épisodes liés au dérèglement climatique. Agnès Pannier-Runacher, selon qui ce genre d'épisodes extrêmes devrait se multiplier à l'avenir. La ministre de la Transition écologique en appelle à développer une culture du risque pour y faire face. Et bien sûr, on pense bien à nos auditeurs, si vous nous écoutez, bien sûr, et vous subissez ces intempéries, vous voulez témoigner, 0826 300 300, vous êtes bien entendu les bienvenus. C'est terrifiant. Comment dire, j'ai envie de vous faire parler, nos vraies voix du jour, mais on sent quand même qu'il y a une transformation climatique qui se met en jeu. Jérôme Loubert, par exemple. Oui, bien sûr, puis on pense surtout dans ce moment-là évidemment aussi aux victimes, mais également aussi dans la filière agricole qui a vécu une année dramatique, et donc ces épisodes de dérèglement rendent leur avenir extrêmement incertain. François-Xavier Pietri. Oui, ce qui est impressionnant, c'est l'ampleur. C'est l'ampleur qui devient à chaque, j'allais dire, à chaque séquence. Quelle que soit la région. Voilà, quelle que soit la région, la multiplication des épisodes et l'ampleur qui est de plus en plus impressionnante. Et là, franchement, il y a une vraie, il y a de quoi vraiment s'interroger et une inquiétude. Florence Lagarde. Oui, moi je suis plus compétente en automobile qu'en météorologie, mais c'est vrai qu'on demande à la filière automobile d'énormes efforts dans le cadre de la transition écologique. La question, c'est l'efficacité, et donc on en parlera. Les décisions qui ont été prises n'ont pas toujours été vertueuses, et c'est pas c'est le parc qu'il faut travailler, et pas les voitures neuves. Allez, le deuxième mot, cycliste. Un rassemblement a réuni des centaines de personnes hier soir en hommage à Paul, 27 ans. Ce jeune cycliste mort écrasé par un SUV sur une piste cyclable parisienne, il était aussi un militant de la cause du vélo,
très actif dans l'association Paris en selle. Enquête ouverte pour meurtre. En garde à vue, le chauffeur du SUV affirme ne pas l'avoir écrasé volontairement. En tout cas, avant le drame, il semble avoir eu une altercation avec la victime qu'il venait de faire chuter. Selon le porte-parole de cette association Paris en selle, les routes de campagne restent beaucoup plus mortelles pour les cyclistes que les agglomérations davantage aménagées. Pour autant, on est encore loin, très loin d'une saine cohabitation entre les différents usagers, estime Jean-Sébastien Catier, le porte-parole donc de Paris en selle. Ce qui s'est passé, en fait, c'est un peu le symptôme d'une violence routière qui est assez générale et régulière depuis très longtemps. Hein, c'est pas un phénomène récent, qui est malheureusement relativement bien toléré parce que justement on en a l'habitude. Donc même en tant que piéton ou en tant que cycliste, on n'a pas le choix que de soit refuser des passages par des voitures, de se faire frôler dans un couloir de bus dans lequel les voitures ne devraient pas être. Tout ça, c'est des comportements qu'on voit tous les jours en tant que cycliste et qui sont réguliers et qui sont pas sanctionnés par personne. Donc qu'on parle des cyclistes qui brûlent les feux rouges si vous voulez, qu'on les verbalise si vous voulez, mais avant, verbalisons les comportements violents et réellement dangereux que peuvent avoir les automobilistes et qu'en fait, avec le temps et l'habitude, on ne voit presque plus ou qu'on ne considère même presque plus comme dangereux alors qu'ils le sont. Jean-Sébastien Catier de l'association Paris en selle avec Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Florence Lagarde, vous qui êtes cycliste, un tel drame, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous dites que le monde est devenu fou, on n'arrive plus à cohabiter entre automobilistes et cyclistes? Moi, je dis qu'on n'arrive pas à cohabiter tout simplement entre automobilistes déjà, entre automobilistes et cyclistes, entre cyclistes et piétons, automobilistes et piétons. Je pense que c'est général et je crois qu'on oublie aussi que les piétons, les vélos mettent en stress les voitures. Moi, je m'en rends compte. Je fais attention. Je pense qu'il faut séparer les flux si on veut vraiment une vraie sérénité pour ces deux types de mobilité et que on dit pas quand même que celui qui a à vélo, moi je m'en rends compte, je m'oblige à m'arrêter à des feux rouges qui sont dangereux. Je fais pas de queue de poisson aux voitures et je pense qu'on oublie que le vélo, il a quand même une responsabilité aussi, déjà pour sa propre survie, oui. Et puis pour l'image du vélo, et puis pour la cohabitation. C'est-à-dire que c'est pas... j'imagine pas que cet automobiliste l'a fait volontairement. Après, je connais pas mais l'agressivité et le stress, il est dangereux quand on est au volant d'une voiture parce que on peut tuer, quoi. A priori, c'était volontaire, le fait de rouler sur le cycliste. Après, une organisation mal faite dans une ville crée des dérèglements. Forcément. Il faut séparer les flux. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le fond du sujet. C'est sur c'est évidemment dramatique cette affaire. Sur une ville comme Paris, le fond du sujet, c'est le partage de l'espace. Le partage de l'espace, c'est-à-dire quel espace pour les voitures, quel espace pour les piétons, quel espace pour les cyclistes. Et là-dessus, il y a un travail qui est fait, un peu à la serpe, je dois dire, à Paris, mais on n'est pas au bout de ce travail. C'est-à-dire que je pense qu'il faut protéger plus les cyclistes, les piétons, mais les automobilistes, on commence à prendre conscience de ce que sont les vélos. Et puis, troisième mot, Philippe. Explication, celle que Kylian Mbappé dit réserver à la justice suédoise. Oui, des médias suédois le lient à cette enquête pour viol à Stockholm. Lui, en tout cas, dit garder la primauté de ses explications pour la justice suédoise, en tout cas dans le cas où elle le solliciterait. C'est ce qu'annonce aujourd'hui son avocate, l'avocate Marie-Alix Canu-Bernard. Elle l'affirmait d'ailleurs déjà sur TF1 après l'éclatement de l'affaire. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin. Il n'a strictement rien à se reprocher. Une plainte ne fait pas la vérité, une plainte ne fait pas la preuve de quoi que ce soit. Il n'est jamais seul. Il n'est jamais exposé à se retrouver dans une situation où il y aurait pour lui une prise de risque. Et donc, de ce fait, cela exclut totalement le fait qu'il y ait pu avoir des agissements répréhensibles de sa part. Marie-Alix Canu-Bernard, l'avocate de Kylian Mbappé, c'était avant-hier sur TF1 aux 20h. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et on vient de l'apprendre, l'armée israélienne annonce l'élimination du chef du Hamas, Yahya Sinwar, architecte des massacres du 7 octobre. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, la course contre la montre est donc lancée d'ici 2035. Plus de voitures thermiques en Europe et la France veut 2 millions de voitures électriques dès 2030. Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que les Français sont suffisamment informés des techniques qui permettent de rendre plus propre une voiture, fût-elle ancienne? Est-ce que c'est un des principaux enjeux, notamment
pour pouvoir se rendre dans les ZFE. Et à cette question, transition écologique, peut-on rendre moins polluant l'ensemble du parc automobile français? Vous dites non à 63%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. A tout de suite en direct du Mondial de l'Automobile. On revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct du stand Mobiliance au Mondial de l'Auto. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est ravis de vous retrouver avec Philippe David en direct du Mondial de l'Automobile, Port de Versailles. Nous sommes chez Mobiliance, la première organisation professionnelle des services de commerce et de réparation automoto VI, avec nos vraies voix du jour. Bien entendu, vous les avez entendus, François-Xavier Pietri, journaliste, Jérôme Loubert, PDG de Flexfuel, et Florence Lagarde, directrice associée chez Auto Actu. Et une surprise, monsieur le ministre, Marc Ferracci est avec nous, ministre de l'Industrie. Merci d'avoir accepté notre Merci à vous. Invitation au débeauté comme ça, parce que vous déambulez dans ce magnifique Mondial de l'Auto. On le disait tout à l'heure avec Francis Bartholomé. Enfin, le retour de l'automobile, et on sent que là, il y a une émulation, il se passe quelque chose dans ce salon version 2024. Je vous le confirme, je suis sur le salon depuis 10h ce matin. Il y a un monde fou, il y a de l'enthousiasme, il y a des gens qui viennent d'ailleurs pas simplement pour regarder les véhicules, mais aussi pour acheter, on me l'a dit, sur un certain nombre de stands. Donc tout ça est très positif. Il y a énormément d'émulation autour de ce cap qui est très important pour l'ensemble de la filière, qui est de passer à l'électrique. Certains stands de constructeurs sont exclusivement dédiés aux véhicules électriques, et je trouve que c'est un signal assez intéressant, assez important. Ça montre que, au fond, le changement culturel est en train de s'opérer, et au-delà de ça, il y a une diversité d'acteurs, il y a des équipementiers, il y a des gens qui sont spécialistes de batterie, il y a des gens qui sont spécialistes d'hydrogène, et ça montre que, au fond, cette filière qui embarque avec elle tout un tas de problématiques autour des mobilités, des problématiques énergétiques, des problématiques numériques, des problématiques technologiques, eh bien, elle fait encore rêver. Et c'est ça que moi je veux retenir aujourd'hui. Vous avez des gens qui viennent sur les stands avec des étoiles dans les yeux, et je pense que c'est le meilleur message à retenir. Monsieur le ministre, une question personnelle. Vous avez parlé des étoiles dans les yeux. Vous êtes nouveau ministre de l'Industrie. Vous avez toujours été, depuis votre plus jeune âge, un fan de voiture ou pas? J'avoue que j'ai toujours regardé la F1 en particulier. On discutait devant le stand Ligier, et je me souvenais que Jacques Lafitte s'était battu pour le titre de champion du monde, qu'il avait manqué de très peu. Non, moi j'ai toujours aimé la voiture. J'ai eu une voiture comme chacun en étant étudiant pour la première fois. C'était une BX. C'est pas forcément une voiture d'étudiant d'ailleurs, parce que c'est une belle BX rouge carmin avec un gros aileron. C'est déjà une voiture de ministre. Mes copains, c'était pas une DS. Les copains me chambraient un petit peu parce que c'était pas vraiment une voiture d'étudiant, c'était la voiture de ma mère que j'avais récupérée, et elle avait cette particularité, vous savez, c'était les BX avec une suspension. Si vous démarriez avant que la suspension soit levée, ça cassait tout. Donc il fallait faire très attention, on pouvait pas démarrer trop vite. Donc non, moi j'ai des souvenirs, et comme tout le monde, ce que dit aussi ce salon, la fréquentation, le monde, c'est que la voiture est au cœur, elle est dans le cœur des Français. Et au cœur des territoires. Les Français, évidemment, aiment la voiture, aiment les territoires. Et moi, quand je vais dans les territoires, je vous l'avais dit, je suis ministre depuis seulement 3 semaines, mais je me suis déjà déplacé à plusieurs reprises chez des équipementiers automobiles, chez des constructeurs automobiles. Et j'ai pu constater à quel point cette filière, cet imaginaire aussi de la voiture, irriguait vraiment les territoires. Les élus locaux vous en parlent beaucoup en disant il faut absolument maintenir les emplois, il faut absolument qu'on garde nos usines, qu'on garde nos unités de production de la filière automobile. Et donc on sent que c'est quelque chose qui a une symbolique qui dépasse au fond beaucoup la simple problématique industrielle. Alors là, vous avez autour de vous des passionnés d'automobile, Jérôme Loubert qui est à côté de vous par exemple. On parle de transition effectivement de l'automobile. Aujourd'hui on parle beaucoup d'électrique, mais entre les voitures d'avant et les voitures électriques, il y a d'autres aussi possibilités de cette transition, de proposer par exemple Jérôme Loubert. Oui, alors nous, on est en plein dans la transition, puisqu'on est sur le parc existant, les 40 millions de véhicules qui concernent la grande majorité des Français. Et notre métier, c'est de fabriquer des boîtiers de conversion à l'éthanol pour les transformer à l'éthanol et permettre de rouler à la fois moins cher et plus écologique. Alors évidemment, c'est pas parfait, mais ça permet une transition extrêmement rapide. Apparemment, qu'est-ce qui est parfait en fait? On sait pas. Pas grand-chose. J'ai des doutes. Donc voilà. Mais au-delà de ma paroisse personnelle, c'est vrai que le rétrofit est un
métier d'avenir qui permet d'avoir un impact immédiat sur un parc qui est existant et qui va mettre longtemps à bouger. C'est vrai qu'il y a beaucoup de véhicules électriques, mais la rotation du parc se fait par 2 millions de véhicules par an. Il y en a 40 millions. Et donc, je pense qu'il faut évidemment penser à ça. L'État l'a fait, bien entendu, avec l'investissement dans un certain nombre d'usines qui permettent le rétrofitage, normalement l'hybridation de certains véhicules. Mais il y a également la souveraineté technologique sur un certain nombre de points. Chez nous, la distillation pour l'éthanol, mais également les usines pour la souveraineté technologique sur l'hydrogène, les e-fuels. Donc, je suis mieux à ma place qu'à la vôtre, parce que je crois qu'il y a pas mal de travail sur la planche. Non, mais je suis très content d'être à ma place, rassurez-vous. Et pour aller dans le sens que vous indiquez, il y a effectivement un enjeu absolument fondamental dans la transition, c'est de s'appuyer sur les véhicules thermiques existants et de basculer. J'étais tout à l'heure sur le stand d'une entreprise qui s'appelle GCK, qui est en fait un consortium d'entreprises qui hybride les moteurs, c'est-à-dire qui fait passer un moteur thermique vers un moteur hybride à des coûts défiant toute concurrence. Je ne vais pas donner le prix parce que je ne veux pas forcément... mais le coût de l'hybridation véritablement permet d'envisager une transition vers l'hybride et ensuite évidemment vers l'électrique ou vers le bioéthanol. Mais ça va dans le sens de l'histoire en fait. Qui va permettre véritablement à la filière de s'adapter peu à peu. Et ça, je pense que ça participe aussi du changement culturel, parce que si vous donnez la possibilité aux gens de basculer étape par étape vers le tout électrique, c'est quand même une transition qui est souple et qui est plus facile à accepter. François-Xavier Pietri. Oui, alors on voit au salon beaucoup, vous l'avez dit, de représentants de l'automobile électrique. Moi j'ai une question sur, on voit que les ventes aujourd'hui de l'électrique sont en forte baisse en Europe, en France, en Allemagne. Du jour où on a supprimé le bonus, les ventes se sont littéralement écroulées. En France, il y a des questions aujourd'hui sur la reconduction des bonus et notamment le fameux leasing social. Quel est votre souhait? Alors je rappelle juste le leasing social. En 6 mois, on a eu 55 000 acheteurs qui se sont prononcés. Ça a coûté quand même 660 millions à l'État, 100 millions par mois, 13 000 euros par véhicule. Est-ce qu'on est prêt à reconduire ça aujourd'hui? Alors, on est en train de discuter du budget. Au moment où on se parle, les députés sont à l'Assemblée nationale pour parler plutôt de la partie recettes que de la partie dépenses. Le principe général, c'est que le soutien à la demande, soit à travers l'instrument du bonus écologique, soit à travers l'instrument du leasing social, ce soutien va continuer. Pas forcément dans les mêmes conditions. Le bonus, pour donner des chiffres, ils sont publics, bénéficiait d'une enveloppe d'1,5 milliard d'euros l'année dernière, ce sera 1 milliard cette année, donc c'est une baisse. Le leasing, lui aussi, fait l'objet de réflexions sur la manière dont on le recalibre éventuellement, mais le principe général de continuer à soutenir la demande de manière pécuniaire, il reste. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a pas que juste une question, le leasing sur les voitures d'occasion, on en parle, c'est un sujet qui vous intéresse? Ça fait partie des réflexions, mais pour l'instant, les réflexions sont en cours. Ce qui serait malin. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas que ces outils budgétaires, il n'y a pas que ces outils qui coûtent de l'argent public pour soutenir la demande. Verdir les flottes professionnelles, faire en sorte que les entreprises achètent des véhicules électriques plutôt que des véhicules thermiques, c'est un levier extrêmement important. Aujourd'hui, l'électrique, ça représente 10% des flottes professionnelles contre 18% du marché. Donc on voit qu'on a une marche qu'on peut franchir. Faire en sorte que la commande publique aussi aille beaucoup plus vers les véhicules électriques. Et ça, avec mes services, avec le ministère de l'économie et mon collègue Antoine Armand, nous y réfléchissons aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des leviers quand on a un petit peu moins de moyens budgétaires à consacrer pour donner toujours une impulsion et un soutien à la demande de véhicules électriques. Florence Lagarde. Non, mais le ministre doit... Il est venu comme ça au débeauté quand même. On ne peut pas le garder avec nous, à moins que vous vouliez rester encore 2 minutes. Mais vous pouvez rester quelques minutes ou pas? Allez, une minute. Alors Florence Lagarde. Merci monsieur le ministre. Merci beaucoup. Non mais moi je voudrais insister sur le leasing social, parce qu'en fait j'aurais dû le laisser partir. T'aurais dû le laisser partir. Non mais sérieusement, je pense que pour avoir un effet massif, il faut vraiment comprendre que le marché automobile français, c'est un marché sur lequel ce sont des gens qui ont du pouvoir d'achat, qui achètent des véhicules neufs, et que ça sert à rien de donner de l'argent à des gens qui de toute façon achètent du véhicule
véhicule d'occasion parce que c'est malin, parce que la première année, il y a 30% de perte de valeur d'un véhicule neuf. C'est bien qu'il y ait des gens qui acceptent de le prendre. Donc moi, je pense que le leasing social sur le VO, ce serait une très bonne idée parce que ça pourrait aplanir un peu la marche qui restera quand même haute, alors que aplanir l'Himalaya, ça ne sert pas à grand chose. Si vous faites des questions plus longues que ces réponses, on ne va pas s'en sortir. Je vais répondre de manière très courte et sans me répéter. Les réflexions existent sur ce sujet. La réflexion existe et moi je suis convaincu, comme vous l'êtes, que le leasing social est et a été un formidable instrument de démocratisation du véhicule électrique. On le sait, ce sont des véhicules qui coûtent plus cher et donc on a besoin d'outils pour que le changement culturel ne concerne pas uniquement les gens qui ont les moyens de se payer un véhicule électrique. Donc le leasing est un très bon levier. Ça ne signifie pas qu'il n'a pas vocation à faire l'objet d'ajustements, bouger. Et toutes les réflexions aujourd'hui sont sur la table, mais l'objectif de démocratiser avec ce genre d'outils, il demeure. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Marc Ferracci est avec nous, ministre de l'Industrie. Et merci en tout cas de nous avoir accordé au débeauté cette petite interview. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. En direct du stand Mobiliance au Mondial de l'Auto. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver. Non seulement nous sommes au Mondial de l'Automobile et ça avec Philippe David, on est très heureux puisque vous savez que Sud Radio est quand même la voiture, la radio de l'automobile. Absolument. Et des territoires entre autres. Et nous sommes sur le stand Mobiliance Hall 4. Vous pouvez venir nous voir. Première organisation professionnelle des services de commerce et de la réparation auto, moto et VI. Allez tout de suite avec nos vraies voix du jour. Jérôme Loubert est avec nous, PDG de FlexFuel, avec François-Xavier Pietri qui est avec nous aussi, journaliste, et Florence Lagarde, directrice associée chez Auto Actu. Allez tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? T'as pas encore compris que cette bagnole-là, c'est du bidon? Mon Dieu. Nuit, jour. C'est pas Versailles ici. Nuit, jour. C'est pas Versailles. On va pas s'engueuler pour une bagnole. Les voitures, je suis contre. À cause de la pollution. Elle le sait bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, elle marche bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, J'adore. Ça fait toujours du bien un peu de clo-clo pour mettre de l'ambiance. L'Union européenne a fixé la fin des voitures thermiques, c'est en 2035. Donc c'est bientôt puisque c'est dans 10 ans et ça se rapproche. En attendant, la France s'est fixée pour objectif de produire 2 millions de voitures électriques d'ici 2030. Alors parlons vrai, rétrofit, éthanol, hydrogène, électrique. Connaissez-vous toutes ces énergies qui peuvent permettre de rouler en voiture? Êtes-vous tenté de faire modifier ou avez-vous fait modifier votre voiture pour la rendre plus propre? Et à cette question, transition écologique, peut-on rendre plus propre les 40 millions d'automobiles en France? Vous dites non à 63%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Florence Lagarde, bon voilà, aujourd'hui l'échéance, ça y est, c'est parti. Hein, on est en route, comme on dit, en marche, pour ne pas parler de politique. Mais est-ce que les choses s'accélèrent? On voit qu'aujourd'hui au salon de l'automobile, 95% des voitures sont électriques. Ça veut dire que les autres motorisations aujourd'hui, on en fait quoi en fait? C'est ça le problème. Dans les autres motorisations, on va les avoir encore quand même un certain temps. Elles seront de moins en moins thermiques pures entre guillemets. Hein. Il y aura beaucoup d'hybridation. Il y aura du mild hybride, voilà, du 48 volts. Il y aura du full hybride, c'est-à-dire des voitures qui peuvent rouler, qui s'auto-rechargent, un peu type Toyota. Hein. Oui. Et puis il y aura de l'hybridation rechargeable et il y aura du 100% électrique. Je pense que bon, c'est compliqué de manager autant de propositions. On a vu, on parle du bioéthanol, mais on a aussi du GPL qui est chez Dacia, par exemple, parce que l'électricité,
propulsion électrique c'est trop cher. Mais qui est beaucoup plus développé dans d'autres pays comme les Pays-Bas depuis 40 ou 50 ans. Le GPL. Le GPL c'est très italien aussi. Oui, ou italien, oui. Oui, alors... Mais je rebondis sur ce que vous venez de dire parce que ça m'intéresse quand même, François-Xavier Pietri. Je me dis, est-ce que finalement on s'y retrouve encore dans tout ça en fait? Est-ce que déjà à l'époque on avait du mal à comprendre, hybride, rechargeable, pas rechargeable, machin, et là on part dans un espèce de panel où on est perdu, non? Non mais c'est un mirage. C'est un mirage pour moi. Le transformer un parc automobile de 40 millions de véhicules en voitures propres, c'est un mirage. C'est un mirage absolu. Aujourd'hui, il y a 5 millions de voitures qui circulent en France qui ont plus de 20 ans. Quand vous regardez les statistiques faites par les sites de vente, ils vous disent vous avez à peu près un quart des recherches qui se font sur des véhicules de plus de 100 000 km. Pourquoi? Pour une seule raison, c'est une question de prix. Le prix, tout est dans le prix. Et je veux dire, à un moment donné, la transformation d'une voiture, ça a un coût. Et pourquoi faire? Je comprends l'intention, mais l'utilisateur quotidien, celui qui prend sa bagnole tous les jours, il faut qu'il soit animé d'une sacrée, vertu ou d'une sacrée volonté d'aller vers cette transition pour qu'il passe le pas. L'autre possibilité, c'est de mettre de l'argent pour inciter le rétrofit, mettre de l'argent pour d'autres. Mais on n'en a plus d'argent. Et on voit bien qu'on ne peut pas tout à la fois pousser financièrement. Donc pour moi, c'est un mirage. Jérôme Loubert. Moi, je dirais qu'il y a 3 choses. La première chose, c'est le 100% électrique ou le zéro thermique comme on l'entend. Déjà, ce n'est pas la réalité de la loi telle qu'elle se définit et telle qu'elle risque d'être négociée, puisque on doit être sur le neutre en carbone. Et dans le neutre en carbone, on peut être sur du thermique, puisque le bioéthanol permet par exemple 70% de réduction des émissions. Les e-fuels vont être neutres en carbone. Non, mais les e-fuels vont être neutres en carbone et les E85 100% renouvelables avec les e-fuels sera neutre. L'hydrogène va être neutre, etc. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on devrait avoir des solutions autres que l'électrique pour un panel un peu différent. Le deuxième point, c'est, vous l'avez dit, 95% des véhicules présentés sont électriques. On nous présente 95% de véhicules électriques alors que ça représente 15% du marché aujourd'hui. J'ai comme l'impression qu'on souhaite nous faire passer un message. Je crois mais que c'est clair. Il est subliminal. Mais les Français, c'est le petit village gaulois qui résiste et aujourd'hui on a quand même pas tellement... C'est pas vrai. Non, c'est pas le petit village gaulois qui résiste. On est un des 3 marchés les plus électriques. C'est même pas ça que je parle des automobilistes, hein, pas de la politique. Et aujourd'hui, les Français réagissent quand même moyennement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les Français achètent des véhicules électriques. Les Français n'achètent pas de véhicules électriques par conviction. C'est pas une question de sans prime, ils n'en achètent pas. C'est une question d'argent. Non mais voilà, donc c'est pas une question de Gaulois réfractaires. Les Français, ils sont pas plus réfractaires que d'autres. Il y a 2 sujets. Il y a un, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une voiture électrique, mais elle coûte toujours entre 30 et 40% plus cher qu'une voiture thermique. Et quand on nous annonce des prix en baisse, il faut voir quels sont les véhicules qu'on nous propose. C'est-à-dire des véhicules avec des batteries de plus en plus petites, avec de moins en moins d'autonomie. Je suis pas sûr que les Français adorent. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est, l'usage de la voiture. Vous avez aujourd'hui 30 millions de Français qui ne peuvent pas recharger chez eux. À un moment donné, 30 millions d'automobilistes qui ne peuvent pas recharger chez eux. Pour eux, la voiture électrique, c'est un mirage. Florence Lagarde. Moi, je voudrais juste donner quelques proportions. Si on parle du parc, aujourd'hui, et des ventes, aujourd'hui, les Français achètent plus de voitures de plus de 15 ans que de voitures neuves. Oui. Donc, déjà pour les proportions. Les Français achètent quand même de la voiture électrique dans des proportions importantes, puisque si on prend que les particuliers, ils en achètent à peu près 20% sur les voitures neuves qu'ils achètent. Mais dans des proportions sur un marché qui a baissé, parce que le prix ayant monté, il y a un problème d'accès aux véhicules électriques. Et c'est vrai que ce qui se passe aussi sur le marché, c'est que les entreprises n'en achètent pas, parce qu'il y a une fiscalité qui est tellement compliquée, il y a des avantages en nature, on ne sait pas si on va les garder dans l'état où c'est, ça change tout le temps. Donc les entreprises, elles ont besoin de visibilité. Pareil pour les entreprises avec la taxe sur les véhicules de société, etc. Il y a Donc, moitié. Il y a des incitations pour acheter électrique, mais le cadre fiscal étant tellement complexe et pas fiable que les entreprises ont des difficultés à passer aux véhicules électriques. Jérôme Loubert, tout dépend de votre lieu d'habitation en fait. Tout dépend de l'usage. Voilà, tout dépend de l'usage également. Le même problème. Du lieu d'habitation, il y a tout un tas de paramètres pour le véhicule électrique et la réalité. Qui peut être canon, mais
n'est pas en stagnation, mais presque sur le nombre de taux de pénétration du véhicule électrique. Donc, vouloir, et donc j'en viens au troisième point, décarboner à 100% le parc existant, c'est un mirage, on est parfaitement d'accord, mais pourquoi ne rien faire ? On peut faire la moitié du chemin, on peut décarboner en partie ce parc, lui faire baisser son impact écologique en émissions de CO2, mais on le sait, c'est pas les principales préoccupations. Il y a l'ensemble des gaz polluants qui sont liés. Et pour ça, on a tout un panel de solutions. Et Cocorico, on a pas mal de solutions françaises là-dedans. Donc j'imagine que avec en plus des aides de l'État qui ne sont pas des aides one shot, si je puis dire, où on donne 100 € de chèque carburant qui malheureusement ne serviront pas plus loin que le mois qui arrive, et bien avoir des leviers pour que le pouvoir d'achat puisse être l'ami de l'écologie et non pas l'inverse. François-Xavier ? Oui, vous venez de le dire, les solutions existent. Le problème, c'est comment on les imprègne. Donc il faut que l'État aide. Parce que je pense pas. Mais elles ne sont pas très connues, ces solutions. Oui, plus, hein. mais de toute façon, elles sont forcément assez légères financièrement, parce que l'État a de moins en moins d'argent. Le ministre l'évoquait tout à l'heure. Le budget est compliqué à boucler. Ben, le budget, on avait 1,5 milliard de consacré à l'aide à l'électrique l'an dernier, et cette année, on va avoir en 2025, on va avoir 1 milliard. Donc déjà, vous avez un tiers de moins. Le bonus va baisser, etc. Donc le sujet, c'est naturellement, le conducteur ne va pas se porter vers une solution plus abordable, si je puis dire, d'un point de vue de transition écologique, si on ne l'incite pas, si on ne lui en donne pas les moyens. Mais vous feriez quoi ? Allez, demain vous êtes ministre, vous faites quoi ? Quel type de proposition vous faites ? C'est une bonne question. Bah oui, c'est une bonne question. Bien sûr que c'est une bonne question. Chacun à votre tour. Je vous préviens, Lagarde, il y a déjà eu une ministre qui s'appelait comme ça. Ouais. Florence Lagarde. Moi, si on me demande mon avis, je pense Allez-y, Christine. C'est ma tante. Ah oui ? Non, c'est pas vrai. J'ai peur. Il faut remonter le sujet au niveau européen, parce que la France toute seule, ça sert à rien, ça fera pas les volumes. Pour baisser les prix, il faut des volumes. Aujourd'hui, on a quand même des offres qui arrivent sur le marché. On ne sait pas ce qu'elles vont donner commercialement, mais on sait qu'il y a des voitures qui sont très sympas, que les gens vont avoir envie d'avoir. Le problème, ça sera l'accessibilité en prix de ces voitures-là. Et pour que les prix baissent, il faut de la masse, puisqu'on est dans une industrie qui a des coûts fixes élevés et qui doit faire du volume. Ou de la chinoiserie. Donc le ministre, il faut qu'il aille demander à Bruxelles qu'il y ait soit des incitations au niveau européen. Il n'y a pas d'autre solution. Les Français vont pas payer l'électrification du parc pour une moitié de l'Europe Il me semble que ça ne va pas être simple. Il y a un exemple, par exemple, c'est les batteries. Évidemment, le nerf de la guerre sur la voiture électrique, c'est la batterie. Voilà. 80% des batteries aujourd'hui avec le problème de l'approvisionnement en métaux rares. Oui, alors le cobalt, le lithium, etc. Mais sans, le nickel, mais sans parler de ça. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Europe. On parlait il y a 2 ans des gigafactories. C'était le sujet en train de monter. On nous a dit par exemple que on allait créer avec ACC, qui est la conjugation de Stellantis, Total Energy et Mercedes, l'Airbus européen de batterie. Vous vous souvenez, c'était l'Airbus européen de batterie. Il y a une usine qui est construite dans le Pas-de-Calais, qui a beaucoup de mal à sortir des batteries. Il y a des déchets très importants. Il y a des projets en Allemagne, en Italie, qui étaient sur la table, qui ne sont aujourd'hui suspendus. Et vous avez des pays comme l'Italie qui refusent maintenant de financer ces projets. Norvolt, autre grand européen suédois, 15 milliards d'euros consacrés à ça. La société, pour produire des batteries, la société est au bord du dépôt de bilan. Au bord du dépôt de bilan. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on peut dire c'est super, c'est génial, etc. À un moment donné, le nerf de la guerre, c'est la batterie. Si on n'est pas capable en Europe de produire des batteries à faible coût, on n'y arrivera pas. Allez, 30 secondes, Jérôme. Moi, ministre, j'essaierai de répondre aux préoccupations et aux usages des Français. On l'a dit, le lieu d'habitation, l'usage. Donc, comme on l'a tous dit, je pense, en fait, c'est une question de fléchage de budget et pas uniquement de massifier les aides sur le bonus pour l'électrique, parce que si ça permet finalement de réduire le nombre de véhicules vendus tous les ans, c'est pas bon pour l'économie et l'industrie française de l'automobile, et au final c'est pas bon non plus pour l'État qui perd un grand nombre de recettes, puisque je vous rappelle que les véhicules neufs sont taxés à 20% de TVA.
Et ben vous restez avec nous, on fait une petite pause, les infos et puis la météo importante aujourd'hui, puisqu'on pense bien en tout cas à tous les territoires qui sont sous les eaux aujourd'hui à cause des intempéries. Et on parlera rétrofit dans un instant. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Après la roue, c'est la vie. Après la roue, c'est la vie. Et on est drôle, on est drôle. Allez-y. C'est fou, c'est fou. Et donc, pourquoi c'est la voiture la plus écologique du marché? Parce qu'on n'a pas à reconstruire la carrosserie, on n'a pas à refondre le verre, et donc on économise 70% de CO2 à sa construction. À côté de ça, on économise 138 grammes de CO2 au kilomètre. Et donc, elle est zéro émission. Alors, on a des vraies voix avec nous, il faut qu'ils servent à un moment donné. François-Xavier Pietri, par exemple. Déjà, par exemple, sur l'exemple que vous venez de citer, vous dites c'est la plus écolo. La batterie que vous allez installer dans cette voiture, il faut bien la fabriquer quand même. Oui, il faut la fabriquer, oui. Et donc, c'est pas vraiment écolo de fabriquer une batterie aujourd'hui. Ça, c'est un point de vue qui vous honore, mais qui n'est pas le nôtre. C'est celui de l'ADEME. L'ADEME, justement, dit qu'une voiture en rétrofit, c'est 60% d'économie de CO2. Donc, on peut contredire l'ADEME, mais moi, ça ne me pose pas de problème, mais c'est l'ADEME qui le dit. Nous, les batteries, on achète les cellules en Chine, et parce qu'il n'y a que la Chine qui fournit les cellules. C'est du LFP, donc une technologie qui est aujourd'hui la moins contraignante, polluante, la plus recyclable. C'est celle qui est la mieux maîtrisée. Et nous fabriquons nous-mêmes nos batteries. Ah oui. Ah oui. Bravo. Mais je vous remercie. Et ce qui est génial, c'est que comme c'est une voiture ancienne, ça veut dire que on dit toujours que c'est entre 60 000, 80 000 ou voire 300 000 kilomètres que finalement on se rend compte qu'une voiture est beaucoup plus vertueuse qu'une voiture électrique. Je ne saurais pas trop le dire, mais une voiture thermique, pardon. Mais ce qu'on peut dire, c'est que depuis la directive. J'ai dit électrique. Prouvez-le. Oui. On a un enregistrement. On va mettre la VAR. Depuis la responsabilité élargie des constructeurs du début des années 2000, vous avez remarqué que les voitures ne rouillent plus. Oui. Si les voitures ne rouillent plus, quel est le premier facteur d'obsolescence? Le moteur. Quoi qu'il arrive. Oui. Et si les voitures ne rouillent plus, on se retrouve, vous avez une très belle derrière sur le stand Mobiliance, il n'y a aucune raison de la jeter. Aucune. Et on fait ce constat sur les voitures à moteur thermique. Et donc, si on retire le moteur et qu'on garde la carrosserie au profit d'une motorisation propre, on évite de réinvestir dans la transformation de matière que représente la tonne et demie d'acier nécessaire à la fabrication d'une voiture. Ah, c'est plutôt malin, Jérôme Loubert. Moi, je vais aller dans votre sens. Mon slogan, c'est quelle est la voiture la plus polluante? Celle qu'on jette. Donc évidemment, réutiliser une voiture, ce qu'on entend par rétrofit chez nous au sens large, évidemment, je vais dans votre sens. Après, il y a évidemment le caractère consommateur. Le consommateur fait le choix de différentes technologies. Qu'en est-il pour le consommateur d'un rétrofit en termes de prix, de contraintes et qu'est-ce qui est compatible? Allez, rapidement parce qu'on va devoir partir en pub. Qu'est-ce qui fait que le consommateur va choisir ça? Combien ça coûte? Alors ça coûte cher, mais ça coûte cher parce qu'on n'a pas les moyens d'un constructeur pour acheter des volumes importants. Si on avait aujourd'hui de quoi acheter 500 ou 1000 voitures, on baisse le prix de la voiture quasiment de moitié. Donc ça, c'est un faux problème. Il faut bien commencer par quelque chose. Il faut bien commencer par quelque chose. On a tendance à dire chez nous, si on fait pas ça, on fait quoi? Et tout le monde s'en fout sauf nous. C'est déjà ça. Et vous passez au stand là-haut et vous verrez qu'on a du monde. On avait 400 clients qui nous ont réservé des voitures. Enfin, on n'a pas de problème aujourd'hui pour commercialiser ce qu'on a à vendre. Voilà ce que je dis. En tout cas, merci beaucoup Sébastien Rollo d'avoir été avec nous, fondateur de L'Or Moto. Je vous incite à aller voir quand même. Il y a forcément une voiture pour vous chez eux. On fait une petite pause et on revient dans un instant avec Philippe David qui, je pense, il va râler. Oui, vous vous rappelez le bon père Ubu d'Alfred Jarry? Oui. Eh bien écoutez, je vais pousser un coup de gueule sur une directive absolument dingue qui fait passer limite le père Ubu pour le plus grand intellectuel de l'histoire. Ah j'ai hâte. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite, en direct du Mondial de l'Automobile. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. En direct de ce beau mondial de l'automobile, qu'est-ce qu'on est content de voir autant de monde, autant de voitures, autant de constructeurs différents, autant d'entreprises ici sur le stand de Mobiliance. Philippe David. Magnifique et vraiment un très très beau salon, un monde fou. On se souvient il y a 2 ans, c'était un peu triste tout de même, et là c'est vraiment génial. Avec nous, François-Xavier Pietri, journaliste et auteur du livre Rendez-nous la liberté de rouler, publié chez l'Observatoire. Jérôme Loubert, PDG de Flexoul, et Géraldine Gaudy, rédactrice en chef
chef adjointe de l'Argus. Et il y en a un qui veut râler, il râle tout le temps. Donc on lui laisse le faire. Les vraies voix Sud Radio. Bah oui, il y a un jingle. Oui, mais je sais pas. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Et aujourd'hui, ce sera un village ou peut-être une ville qui abrite une usine automobile et qui se trouve, on ne sait pas si c'est en France, en Europe, mais en tout cas, dans le pays rêvé du bon père Ubu. Pourquoi le pays rêvé du bon père Ubu? Parce que les constructeurs automobiles européens sont menacés d'amendes colossales qui pourraient atteindre 15 milliards d'euros s'ils ne vendent pas assez de véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques. Et je me pose la question, qui sont ces gens qui veulent nous dicter dans quoi on a envie de rouler? Vous voulez rouler à l'électrique parce que ça correspond à vos envies, à vos besoins? Très bien. Vous voulez rouler au thermique et même avec un gros V12? Et je ne vais pas me faire que des amis en disant ça? Très bien. Cette situation est si ubuesque qu'on peut se demander légitimement si quand vous allez rentrer dans une concession automobile et que vous allez dire voilà, je veux une voiture thermique, on ne va pas vous répondre désolé monsieur ou madame, mais au revoir, puisqu'il faut que maintenant nous ne vendions que des électriques pour ne pas avoir d'amende à payer. Mais ne vous inquiétez pas, on vous enverra un SMS pour vous dire quand vous pourrez revenir. Lucas Demeo, le PDG de Renault, s'est plaint de cette folie et il n'est pas le seul. Folie qui, outre le fait d'être totalement anti-commercial, est anti-économique, anti-industriel et anti-emploi. Alors, laissez les automobilistes rouler comme bon leur semble, ils sont déjà largement taxés, du malus écologique aux taxes sur les carburants, en passant par les péages et les eurodateurs. Et pour détourner une phrase de Georges Pompidou prononcée alors qu'il était Premier ministre, arrêtez d'emmerder les automobilistes et les industriels. Et voilà, ah bah Géraldine Gaudy. Je veux dire qu'une chose, c'est que les gens dans le salon sont effectivement à la recherche de modèles thermiques qui n'existent pas. Ils ne voient que des électriques de partout. Et pour avoir interrogé des gens, ils sont ravis d'être au Mondial de l'Automobile de Paris. Mais par contre, effectivement, il leur manque quelque chose. Et il y a plein de voitures pour lesquelles ça les intéresse pas en fait. C'est trop cher, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent encore des moteurs qui font du bruit. Effectivement, qui polluent, mais voilà, qui font du bruit. Ah bah moi je vais vous demander de faire la préface de mon prochain bouquin. Oh bah avec grand plaisir, ce sera un honneur. Je pourrais même vous mettre une ou deux citations d'Alfred Jarry si vous avez envie. Il faudra passer par moi, parce qu'il est à moi d'abord. Il y a des droits d'auteur. Non mais oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs moi je veux aussi revenir un peu sur ce thème tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire on est dans l'inconséquence et comment dire, ce qui est en train de se passer là avec les constructeurs européens sur cette affaire est complètement fou. C'est-à-dire qu'on va les punir plutôt que de consacrer cet argent à l'investissement et à la construction du futur. On va leur donner des amendes pour colossales, 15 milliards pour, vous l'avez dit, pour l'Europe. C'est fou. Alors que ils n'y sont pour rien, parce que en termes d'émissions, ils ont plutôt fait des progrès. C'est en fait tout simplement parce qu'ils ne vendent pas assez de voitures électriques, parce que les gens n'en veulent pas. À un moment donné, il faut bien se rendre compte de quoi on parle. Ils sont donc doublement punis. C'est la double peine. La peine de l'amende et les ventes de voitures électriques qui sont en bas. Géraldine, un rebond? J'ajouterais même que l'Europe est la seule à faire ça. Les États-Unis, la Chine ne le font pas. Donc en fait, c'est un peu une goutte d'eau ou un grain de sable parmi cet océan. Jérôme Loubert, je crois qu'il était interdit de refuser de vendre à quelqu'un des voitures. Le refus de vente catégorisé, c'est vrai que c'est interdit. On peut le retrouver en plus régulièrement dans les concessions automobiles, parfois quand les clients ont fait ce qu'ils souhaitaient de leur voiture. Donc on peut le voir, mais en tout cas on voit avec cette directive que diviser pour mieux régner, ça existe toujours, puisqu'il y a 5 ans, 4 ans, Carlos Tavares était parmi les plus anti-électriques, et que maintenant qu'il est prêt avec Leap Motors et que le groupe Stellantis est parfaitement prêt avec des joint ventures, contrairement au groupe concurrent, notamment le Cademeo avec le groupe Renault, et bien aujourd'hui il est favorable à la taxation des 15 milliards. Après on a le droit de changer d'avis. Mais c'est vrai que quand on est prêt, on est prêt à faire taxer les copains, en effet. François Xavier me regarde, l'air de dire dis donc madame de Bénibus. Mais Philippe, je vais vous dénoncer pour également être verbalisé pour un non-achat de véhicules électriques. Je plaide coupable. Voilà, complètement. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu de nos vrais bois. Mais on est chez les fous, là. J'ai une intelligence et un physique très moyen. Ah bon? À table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère. Mais attendez, on est à la table ronde quand même, on fait pas un barbecue. Le tour de table. De l'actualité.
On commence par François-Xavier Pietri. Vous voulez parler des allers-retours de la Commission européenne sur la voiture électrique, justement. On reste justement dans le sujet ubuesque que vous évoquiez à l'instant. Je voulais juste revenir un petit peu en arrière. 2019, oui. Ursula von der Leyen prend la parole le 16 juillet 2019 au cœur de l'hémicycle du Parlement européen. Son discours programmatique, c'est le pacte vert, le Green Deal, et ce qui a débouché à ça quelques années plus tard, en 2021, c'est l'obligation donc de vendre des véhicules électriques en 2035. Quelques années plus tard, 4 ans plus tard, que dit la même Ursula von der Leyen? Les marchés mondiaux sont désormais inondés de voitures électriques moins chères. Et leur prix est maintenu artificiellement bas grâce à d'énormes subventions publiques. L'Europe est ouverte à la concurrence, elle n'est pas favorable à un nivellement par le bas. Elle cible les constructeurs chinois. L'Europe qui a ouvert le marché européen aux constructeurs chinois, 4 ans après, met en place des taxes pour contrer ces constructeurs. Le refermer, et c'est ce qui ne va pas marcher d'ailleurs. Ce qui me sidère dans cette affaire, c'est que on veut nous faire croire qu'il y a 4 ans, on ne savait pas que la Chine avait investi massivement depuis 10 ans dans la construction de batteries, dans la construction de véhicules électriques, mais bien sûr que si. Donc on nous prend un peu pour des imbéciles. Et bien, oui. Avec ce que vous venez de dire, et effectivement, je trouve ça aussi complètement décalé, mais oui, ça me semble complètement fou. Ouais, Jérôme Loubert. Oui, on est là encore dans un problème de revirement de situation, puisqu'on était pro-voiture électrique sans savoir que les Chinois allaient venir chez nous, c'était pourtant facile à prévoir. Et puis maintenant, on est dans la taxation qui est foncièrement contraire aux principes généralement de l'Union européenne. Donc on va probablement pas s'accorder pour taxer. D'ailleurs, les Allemands ont déjà dit qu'ils étaient contre. Oui. Et donc on va se retrouver rapidement dans une impasse, alors que il est difficile d'aller contre le mouvement. Il aurait peut-être été plus simple de l'accompagner en créant de nouveau des joint ventures et être en collaboration économique avec eux, comme les Chinois ont très bien su le faire avant de s'ouvrir. Je vous rappelle qu'il y a 15 ans, 20 ans, pour mettre un pied en Chine, il fallait avoir un associé chinois. Absolument. Et pourtant, il va bien falloir s'y faire. Je suis pas sûr que cette échéance de 2035 tienne la route très longtemps. Ah non plus. Non, franchement. Ça fait longtemps qu'on le dit. Hein. On sent que... mais c'est, là, on est à un tournant, tout simplement parce que qu'on ne tienne pas les dates, on a plein de sujets. Qui décide? C'est le consommateur. Oui. Or, aujourd'hui, le consommateur ne veut pas de la voiture électrique parce qu'elle est trop chère. Donc, voilà, je veux dire, à un moment donné, on l'évoquait à l'instant, les constructeurs sont dans une espèce d'effet de ciseaux. Je ne suis pas sûr du tout que cette échéance de 2035 puisse tenir la route. On en parlera dans un instant. La suite du tour de table de l'actu, juste après une petite pause, toujours en direct de chez Mobiliance, au Mondial de l'Automobile avec Philippe David. Il est content, il a mangé et il y a de la bagnole. Allez, mais c'est bien. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David, Cécile de Ménibus. En direct du Mondial de l'Automobile, nous sommes chez Mobiliance avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h avec nos vraies voix du jour. Jérôme Loubert, PDG de Flexfuel, Géraldine Gaudy, journaliste à l'Argus, et François-Xavier Pietri, journaliste que vous connaissez bien aussi, avec ce livre Rendez-nous la liberté de rouler, et c'est aux éditions de l'Observatoire. Le tour de table de l'actu, il y a quelques instants, avec vous, Jérôme Loubert. Aujourd'hui, on fête un anniversaire quand même, pour je vais parler de moi. Ouais. J'adore ça. Vous n'êtes pas majeur, mais presque. Où est le gâteau? C'est ma première, ce serait peut-être la dernière parce que je vais parler de moi, je vais faire de l'autosatisfaction. et je suis ravi d'annoncer, et on le fait déjà depuis quelques jours au Mondial de l'Auto, que Flexfuel a 15 ans. 15 ans d'éthanol, 15 ans de passion automobile, et aujourd'hui 15 ans d'économie pour les gens qui convertissent leur voiture à l'éthanol. On a parlé de rétrofit, les gens qui rétrofitent leur véhicule à l'éthanol en quelque sorte. Et pour ces 15 ans, on propose des offres assez exceptionnelles, puisque le boîtier éthanol n'a jamais été si peu cher. 500 €, c'est rentabilisé en à peine 10 000 km pour un utilisateur. Donc quand on entend que les gens ici sont préoccupés par le prix des voitures, par le prix du carburant, c'est une véritable solution de pouvoir d'achat. Est-ce qu'il est à combien le bioéthanol en ce moment? Il est à 79 centimes, et des bruits nous disent que probablement au 1er janvier, puisqu'il change tous les ans de prix au 1er janvier, il sera encore légèrement à la baisse, on pourrait atteindre les 79
75 centimes. C'est un carburant qui depuis 15 ans est tous les ans plus rentable. C'est 7% plus rentable tous les ans en moyenne depuis 15 ans. Ça veut dire que là on est à 1 euro de moins au litre. On est presque à 1 euro de moins. On fait 1000 euros d'économie tous les 20 000 km. Donc c'est une véritable solution pour les petits, moyens rouleurs. Évidemment les gros rouleurs, on installe énormément de taxis, de VTC, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Et donc ça on en ce embrasse moment, en attend les taxis. c'est en flèche le nombre d'installations sur les taxis, puisque ça leur permet de faire 3, 4, 5 000 euros d'économie par an. Géraldine Gaudy. Donc on consomme un peu plus. On consomme un petit peu plus. L'éthanol, c'est beaucoup d'avantages, 2 petits inconvénients. Une légère surconsommation qui, tout compte fait 40% d'économie nette à la fin. Et il faut faire un petit réglage pour démarrer bien le matin l'hiver. Il faut faire de la pédagogie là-dessus, que les gens ne pensent pas qu'il y a un problème. Il faut juste faire ce petit réglage et ensuite ce n'est que du bonheur. François-Xavier Pietri. Ça se boit. Il faut enlever la part d'essence qu'il y a dedans. Oui, moi j'ai quand même un grand regret sur l'éthanol, c'est qu'on n'en trouve pas chez moi en Corse. Mais je vais c'est un scandale. Et j'ai essayé, mais en Corse, malheureusement, aujourd'hui, le marché du carburant, c'est Vito et Total. C'est assez difficile. Et pourtant, la Corse est la dernière région à faire la carte grise gratuite pour les véhicules convertis à l'éthanol. Allez, le tour de table de Géraldine Gaudy avant de passer à Alexis Marcadet dans quelques instants. Votre tour de table, aujourd'hui, vous vouliez parler de quoi, Géraldine? J'avais envie de vous parler du malus 2025 qui fait partie du projet de loi de finances. Et ça pique. Et ça pique, vraiment beaucoup. Alors déjà, dès 2025, une réduction des grammages de CO2 avec beaucoup plus de véhicules qui vont être concernés. Et je parle même pas de la somme maximale qui va être appliquée aux véhicules qui vont émettre 193 grammes. Donc petit à petit, la fourchette descend, va concerner même maintenant des véhicules micro-hybrides. Donc ça devient assez compliqué. Et d'ici à 2027, c'est encore pire. Vous aimiez les V12, Philippe, tout à l'heure, vous nous en avez parlé. Et ce sera certainement la fin, parce qu'avec 90 000 euros de malus pour une voiture qui va émettre... C'est dingue. Ce qui est 90 000 euros. Ce qui est incroyable. C'est délirant. Il y a des voitures, même cette année, qui finissent par avoir un malus plus important que leur prix de vente. C'est ça. Donc en fait, ça détruit, finalement, on détruit même en France l'automobile. Alors, on a vu Carlos Tavares qui a parlé d'erreur et le ministre de l'Industrie que vous avez reçu tout à l'heure qui tempère, lui, et qui dit qu'on va essayer de trouver une façon d'équilibrer les choses. Mais en tout cas, moi je trouve ça assez dingue. Et je me permets juste de rajouter un petit, parce que c'est une étude de Mobiliance qui dit que d'ici à 2027, l'État va faire x7 en recettes de malus grâce à ça. Donc x7. François-Xavier Pietri. C'est un délire absolu. C'est-à-dire que je vais faire très vite. C'est un nouvel impôt. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec l'automobile, c'est une taxe. Et en 2027, le malus va rapporter plus de 4 milliards à l'État. C'est plus que la carte grise. Donc ça va toucher pratiquement tous les acheteurs de voitures neuves, thermiques ou même hybrides légères. C'est fou. C'est fou. Jérôme Loubert. J'ai jamais été le premier en maths et en arithmétique, mais il y a des calculs qui paraissent évidents et qui finalement, le diable se cache dans les détails. On augmente le malus chic, ça va faire de l'argent. On baisse les bonus chic, ça fait des économies. Au final, vous le verrez, ça fera des voitures vendues en moins et ça fera donc des recettes en moins pour l'État. Une nouvelle fois, c'est un mauvais calcul. Allez, quelle bande de râleurs. Avec nous, Alexis Marcadet, PDG de la start-up Revolt. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, c'est le premier e-garage de France spécialisé dans la réparation et l'entretien de voitures électriques. Oui, je réagis juste sur ce qui vient d'être dit. Oui. La voiture qui est derrière nous coûte 2 000 euros à l'achat. Oui. Et elle n'a pas de malus, pas de bonus, et elle permet de rouler. Oui. Et en moyenne, un Français fait 27 km par jour. Donc 27 km, on peut le faire sans aucun problème avec cette voiture, quitte à louer un V12 pour les vacances, sans problème. C'est-à-dire que tout ce que vous avez économisé comme CO2, vous pouvez le dépenser pendant vos vacances. Si vraiment vous avez besoin du V12, faites-le une fois par an. Alors, parlons de cet atelier. Alors, ça a démarré avec une voiture. C'était à Caen, je crois, si je ne m'abuse. À Nantes. À Nantes. Alors, pas du tout. Alors, on est un petit peu, on n'est pas du tout dans le même. Mais on ne dira pas que vous êtes à l'ouest. Non, mais je le suis. J'adhère à ce que vous dites. Je peux pas. De toute façon, tout est enregistré, donc je peux pas dire autre chose. La démarche à la base, c'était quoi en fait? Est-ce que c'est une démarche vertueuse pour vous? Notre slogan est écrit sur la voiture. Cette voiture doit durer 100 ans. J'entends les préoccupations de se dire mais j'ai besoin d'avoir ce véhicule avec un certain poids, avec une certaine taille. La réalité, c'est que nos petits-enfants s'en foutront de savoir si notre voiture faisait 100, 200 ou 300 km. On a un impératif écologique, il y a une urgence écologique.
Et la seule voiture qui a le droit de rouler si on veut respecter la COP21, c'est la Twizy. Donc une voiture de 500-600 kg avec poussée par du nucléaire. Tout le reste, c'est trop gros, c'est trop lourd, ça dure pas assez longtemps. Donc notre slogan, cette voiture doit durer 100 ans, il vient de là en fait. Notre volonté, c'est de dire, si on veut garder des voitures lourdes et équipées, il faut les prolonger la vie de manière drastique, très vite les faire passer à 20-30 ans de moyenne pour pouvoir se permettre de rouler avec tout l'équipement qu'on souhaite avoir aujourd'hui. Ah, Géraldine Gaudy veut réagir. Il y a toujours la même question de la batterie. Les cellules à un moment donné vont s'abîmer très certainement. Alors cette voiture qui est là, je vous assure que c'est la vérité, hein, elle a été diagnostiquée aujourd'hui, c'est une voiture d'un client. Si vous allez voir le constructeur, c'est 17 000 € pour le remplacer le pack. Nous, on le répare entre 1 000 et 2 000 €. Et elle a été diagnostiquée tout à l'heure, je connais parfaitement la panne, je peux vous expliquer ce qui s'est passé, c'est la carte électronique dessus. Donc la batterie est tout aussi réparable qu'un moteur sur une Ferrari ou sur n'importe quelle voiture thermique. C'est juste que pour le moment, l'écosystème n'est pas prêt. Donc nous, on a pris le problème par le début en se disant de quelles compétences on a besoin. On a créé l'Académie Révolt qui permet de former d'abord nos mécaniciens. Voilà, qui maintenant forme aussi des personnes externes. Et en fait, on a démarré à Nantes, on ouvre un atelier en Ile-de-France. Et on avance étape par étape pour dire, pour faire durer, il faut réparer plutôt que remplacer les pièces. Il faut avoir de la R&D, il faut avoir du temps de labo. Et on est en train de trouver des solutions étape par étape, surtout sur les voitures hors garantie électriques et hybrides. Mais ce genre de voitures, elles sont rentables, entre guillemets, au bout de combien de kilomètres? Pour l'environnement ou pour le porte-monnaie? Pour l'environnement, entre 10 et 20 000 km en France. Ah oui. D'accord. Donc nous, ce qu'on aime bien dire chez Révolt, c'est qu'au bout de 200 000 km, 200 000 km, c'est un chiffre que vous connaissez, vous l'avez sans doute vécu avec votre voiture, on est 71% plus vertueux en ACV, en analyse de cycle de vie, donc production, roulage et démantèlement. Et ça, c'est une ACV calculée sans savoir où iront tous les projets de seconde vie et de recyclage des batteries. Je connais plusieurs projets qui annoncent du 95% de recyclage des batteries. Je ne pense pas que les moteurs des thermiques actuels seront en quelque sorte consignés. Dans 30 ans, ils sont tous dans des décharges. Nous, c'est très possible que les batteries... On peut les fondre aussi après. Hein. On peut les fondre. Mais on refond en général les moteurs. Hein. Et les casses sont à 95%. Les casses sont impressionnantes. Nous, on a un métier qui est plus proche de celui de la casse que d'un garage classique. Mais il faut savoir que la batterie électrique, si on pousse jusqu'au bout, aujourd'hui, la simplification des matériaux et la R&D actuelle, on peut se retrouver dans une presque consigne. Et comme leur moto, vous faites partie de la filière Mobiliance, justement sur le rétrofit? Non, nous on est du côté de la réparation. En fait, on est entre Mobiliance réparation et Mobiliance start-up. Parce qu'on est avant tout, on a 3 métiers, on répare, on forme et on a lancé un service qui s'appelle les garages branchés, qui permet en fait par abonnement d'aider des garagistes à monter en compétence sur l'électrique. Comme on a pas mal défriché, essuyé les plâtres, on sait que c'est compliqué, donc on aide les garagistes étape par étape à comprendre ce qu'il faut faire pour être capable de s'attaquer à l'électrique. Mais vous avez dû essuyer les plâtres avant justement pour mettre en place cette formation, parce que l'électrique, on est tous plutôt jeunes avec cette nouvelle technologie, donc il a fallu éprouver pas mal de choses avant. En fait, on est en 1920 pour la voiture thermique, on va dire, au moment où les gens étaient encore pas mal à cheval ou avec d'autres moyens de transport, ou sinon, par rapport à l'iPhone, on est en 2004, quand les gens avaient un iPhone 1. Donc si vous demandez à quelqu'un en 2004 combien de temps ça va durer un iPhone, est-ce que c'est réparable, il vous dira non, l'écosystème n'était pas prêt. Donc on est très très tôt, mais nous on a la chance d'avoir eu très vite les pires voitures de France. Quand on s'est lancé, on a eu de la presse, on a eu les pires voitures de France qui traînaient depuis 2 ans dans un parking, qui traînaient depuis 1 an et demi, parce que les devis étant à 20, 30, 40, 50 000 €, là on a eu un devis à 60 000 € il y a la semaine dernière pour une Allemande. En fait, pour le client, qui parfois est un pionnier et qui parfois avait vraiment envie de se battre dîner après dîner pour dire que l'électrique c'était fantastique, et il a raison, il n'acceptait pas le devis qu'on lui faisait, il voulait pas que la voiture aille à la casse. Donc au début on a commencé en mode Dr House avec toutes les pannes les plus compliquées, avec des cerveaux, et on a créé les procédures. Eh bien merci en tout cas d'avoir été avec nous. Il ouvre quand le Révolt en Ile-de-France? Révolt Ile-de-France, nous ferons une inauguration toute fin d'année ou début d'année prochaine. Vous allez nous inviter? J'espère bien. Levez la main droite, est-il, je jure? Vous serez les bienvenus. Oh, ouais, voilà. Il a levé la main gauche. Ah bah là, c'est bon, il se rattrape. Je tenais le micro. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec le coup de projecteur des vraies voix. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parle.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est ravis de vous retrouver jusqu'à 19h. À 20h sur le stand Mobiliance au Mondial de l'Automobile, avec une fine équipe aujourd'hui. François-Xavier Pietri, journaliste, auteur du livre Rendez-nous la liberté de rouler. Si ça au moins c'est pas parlons vrai, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Jérôme Loubert, président directeur général de Flexfuel, et Géraldine Gaudy, journaliste à l'Argus. Ça va mes petits? On est en pleine forme. Oh mais vous êtes bien. Oh, vous êtes bien. Allez tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix
Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Ah, moi, j'adore la bagnole. Moi, j'ai vécu avec ça, j'ai 60 ans, donc voilà, c'est quand même un outil de liberté extraordinaire. Ah oui, j'avoue que j'aime bien ça. Ce qui ne veut pas dire que j'aime polluer, hein, mais j'aime bien la voiture. J'aime la voiture comme une grande majorité des Français. Non, je n'ai pas cette relation charnelle avec la voiture. Dans le pays, il faut accompagner les gens, même les plus précaires, à pouvoir acquérir des voitures moins polluantes. Ça s'appelle le principe de réalité. Je pense qu'un responsable politique, il n'est pas là pour dire j'aime ma bagnole, j'aime pas ma bagnole, mais pour tracer des perspectives. Et je pense que les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se déplacer librement. Et quand on a des solutions en transport en commun pour aller d'un point A à un point B facilement, les gens ils préfèrent les transports en commun, quoi. Les Français aiment la bagnole, disait Georges Pompidou dans un adage bien connu et puis repris dernièrement par Emmanuel Macron depuis ce même salon de l'auto. C'était en 1966, le président Pompidou décrivait la démocratisation de l'automobile comme un signe de libération de l'individu. Alors parlons vrai, est-ce que l'automobile a encore un avenir dans nos mobilités? Et vous, comment est-ce que vous imaginez la voiture de demain? Et à cette question, quel regard portez-vous sur l'automobile? Pour 79% d'entre vous, c'est un outil de liberté. Pour 10%, une passion. Pour 10%, le passé, et pour 1%, un secteur d'avenir. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. François-Xavier Pietri, quand on arrive ici au Mondial de l'automobile, alors je dis pas ça il y a 2 ans, mais aujourd'hui, on se rend compte que les couloirs sont remplis, que les constructeurs sont revenus. Alors oui, il y a de l'électrique, mais il y a des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. On sent quand même qu'il y a une appétence pour l'automobile en France. Mais il y a une appétence pour l'automobile et je pense que cette appétence, elle n'a pas fini d'exister, loin s'en faut. On fait juste 180 millions de déplacements tous les jours en France en automobile, 180 millions. C'est énorme. On roule 1,3 milliard de kilomètres par jour. Donc la bagnole, pardon, mais c'est un outil aujourd'hui indispensable, c'est un outil... 80% des Français utilisent la bagnole pour aller travailler et ils l'utilisent d'ailleurs pas pour la gaudriole, pour aller travailler, pour accompagner... La gaudriole. Non, la gaudriole. J'adore cette expression. Ça veut dire que c'est dire. Alors après, l'autre chose que je trouve intéressante, c'est qu'on entend souvent dire les jeunes, ils ont une vision différente de la bagnole, etc. Ça dépend d'où on parle. Oui. Moi, je peux vous dire que chez moi, pardon de parler souvent de la Corse, chez moi, la voiture, c'est la liberté. On attend que ça. Indispensable. C'est indispensable, mais les jeunes n'attendent que ça, pouvoir conduire, pouvoir prendre leur voiture, c'est un truc de beau parisien que de dire les jeunes n'aiment plus la voiture. C'est pas vrai. Et ce qui est intéressant, il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours aujourd'hui en France, sur le mondial, d'ailleurs le mondial l'a repris aujourd'hui, les jeunes considèrent à 70% qu'on peut concilier auto et environnement. Il n'y a pas une dichotomie, il n'y a pas l'idée que c'est, comme toujours, on essaye de classer les pour, les contre, etc. C'est pas vrai, la bagnole, elle est dans nos modes de vie, et elle va le rester longtemps. Et c'est vrai qu'ici, sur le salon, on voit des gens qui ont envie de regarder les belles bagnoles, etc. Je pense qu'ils regrettent un peu quand même beaucoup de voitures électriques. Les vroom-vroom. Les vroom-vroom. Géraldine Gaudy. Oui, mais j'ajouterais, et selon une étude qu'on a publiée sur l'Argus pas plus tard qu'aujourd'hui, on ne possède plus sa voiture, on n'achète plus sa voiture, on la loue. Et nos chiffres, c'est assez aberrant. Aujourd'hui, c'est 47,2% de gens qui achètent leur voiture en LOA. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus propriétaire de sa voiture, on va en acheter, on la loue. Oui, elle va durer 3 ans et on va la changer. Exactement, on va la changer. Il y a plus ce côté peut-être affectif. Oui. Ah là, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi est-ce qu'on n'achète plus la voiture? C'est parce qu'on ne peut plus. Elle coûte trop cher. C'est pas faux. Et donc aujourd'hui, avec les LOA, on ne sait plus quel est le prix de la voiture. On achète un usage, on l'achète même plus. C'est qu'en fait, on ne peut plus acheter de bagnole en France. C'est devenu 36 000 € le prix d'une voiture neuve, prix moyen. On était à 20 000 € en 2010. Donc c'est une évolution. Très au-dessus de l'inflation. Le pouvoir d'achat, en même temps, c'est simple, une Twingo. En 2010, elle valait 8 000 €. Il fallait 7 mois de SMIC pour l'acheter. Aujourd'hui, la même Twingo essence, pas électrique, elle vaut 18 000 €. Il faut 14 mois de SMIC pour l'acheter. Voilà, c'est tout à fait compréhensible. Et Jérôme, il y a la voiture utile, mais il y a aussi la voiture passion. La voiture passion, elle lit dans mes pensées. Ouais. non, mais moi, je suis là avant tout dans ce métier et au salon aujourd'hui pour la passion. Allez voir l'Alfa Romeo Strada à l'entrée du Hall 4.
Et vous allez voir une voiture absolument fabuleuse et qui émerveille tout le monde. Et d'ailleurs, il y en a pour tout le monde et tous les goûts. Elle est à la fois en thermique et en électrique. Donc tout le monde est content. Donc évidemment la passion. Et puis je trouve d'ailleurs que la jeune génération est de nouveau de plus en plus passionnée. Ça, je pense qu'on le doit pas mal aux influenceurs. Les GMK, les Feu Villebrequin, les Akram, Pog et Franck qui vont maintenant s'associer pour encore plus diffuser leur passion de l'automobile. Et aussi les anciennes, les Youngtimers, etc. Donc il y a une vraie passion de l'automobile, des jeunes qui repassent le permis et qui ont envie d'avoir une voiture. Et je suis pas sûr qu'ils aient envie d'avoir une voiture à pile. Géraldine Gaudy veut réagir. J'étais juste curieuse, vous roulez en quoi? Moi je roule en voiture hybride rechargeable éthanol. Donc vous voyez, je suis pas un anti-électrique primaire. Ben non, comme quoi, il y a des alternatives. Et vous Géraldine? J'ai trop de voitures. Je préfère pas en parler, j'ai trop de voitures. J'aime trop ça, je suis désolée. Et vous, François-Xavier Pietri, peut-être une en Ile-de-France et une en Corse? Ah non, j'en ai plus de voiture ici. À Paris, j'ai plus de voiture, mais chez moi encore, j'ai une voiture à essence et une moto à essence. Alors c'est rigolo parce qu'on dit souvent qu'en Corse, il y a de plus en plus de voitures électriques pour la surpuissance de monter effectivement parce que c'est quand même très très montagneux. Quand même. Ah oui. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue? Oui, je pense que c'est une idée un peu reçue. Mais, ah bon, d'accord. Oui, non, mais ce qui est assez amusant, c'est que les ventes de voitures électriques en Corse se portent très bien en termes de pourcentage, en tout cas. Et c'est le département où le moins vertueux en termes d'électricité. C'est-à-dire que le mix électrique en Corse, il est à 70% en fuel lourd. Donc quand vous faites le plein de votre Tesla en France, vous le faites au fuel lourd. Et il faut le faire souvent parce que comme vous le disiez, oui, en Corse, c'est vrai que c'est pas la France. Vous avez fait un lapsus. Oui. On embrasse nos auditeurs corse d'ailleurs. Et c'est vrai que ça c'est une vérité. Pour monter les côtes, la puissance de l'électrique c'est pas mal. Ouais. Juste un petit mot là, il nous reste une minute sur l'industrie puisque la question qu'on leur a posée en disant est-ce que finalement c'est bien pour l'industrie, 1% des Français pensent que l'industrie automobile pour l'emploi c'est un petit peu morne. Jérôme Loubert. Si on ne fait rien, oui c'est mort. Ouais. Par contre, si, comme on le disait tout à l'heure avec le ministre, on essaye de conserver nos compétences chez nous, qu'on essaye de développer des factories, peut-être pas gigafactories, mais en tout cas des usines, et d'avoir une souveraineté technologique, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans l'automobile. Donc il y a des alternatives. Moi j'ai peur parce que les éoliennes fabriquées en Europe aujourd'hui sont chinoises, les panneaux solaires fabriqués en Europe sont chinois, ce sont des industries qui ont disparu de l'Europe. J'ai peur que l'automobile soit dans le même chemin et c'est assez marrant parce que c'est la Chine qui est un des pays qui pollue le plus, qui nous fournit sur la transition écologique. C'est un comble. Le mot de la fin, Géraldine Gaudy. Secteur d'avenir, non, enfin voilà, je crains pour ce milieu que j'adore et je ne sais pas quel sera l'avenir malheureusement et bon, je croise les doigts pour que au final tout rentre dans l'ordre, mais voilà, En tout cas, on est ravis pour Serge Gachot et toute l'équipe forcément de ce mondial de l'automobile qui réunit encore un maximum de gens. Merci beaucoup François-Xavier Pietri, journaliste et auteur de ce livre. Rendez-nous la liberté de rouler aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Jérôme Loubert, PDG de FlexFuel, et merci beaucoup Géraldine Gaudy, journaliste à l'Argus. Rédactrice en chef adjointe. Rédactrice en chef, pardon, j'avais oublié, mais comment, mais mon Dieu. Dans un instant, on reviendra sur le Crédit Agricole Consumer Finance qui finance quand même pas mal de choses dans l'automobile, et puis les concept cars de BMW. Station E, vous verrez, un réseau national de bornes de recharge avec multiservices, et puis après l'absence du mondial, on a envie de retrouver des marques et c'est le retour de Ligier Group, et on en parlera bien sûr. On finira avec Serge Gachot pour faire un état des lieux de ce beau mondial de l'automobile. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On revient avec Philippe David dans quelques instants. À tout de suite.